Bienvenue à Baguette Records. Bonne année 2020. J'ai entendu dire que les Foo Fighters allaient ressortir un album cette année, du coup, je suis revenu. Et je me suis dit que, quitte à recommencer à faire des vidéos, à peu près dans le mois de janvier 2020, autant commencer par une review des albums de l'année précédente. Ce qui était une bonne occasion aussi de revenir sur une année où j'étais quasiment totalement absent de YouTube. Juste pour vous dire, vous savez que vous pouvez me suivre sur Instagram et Facebook. Mais je suis en train de tenter un nouveau truc que j'ai pas vu sur YouTube. En fait, j'ai mis en place un chatbot Messenger. Vous avez un lien dans la description. Via ce chatbot, quand je sortirai une vidéo, vous recevrez une notification en fonction de votre intérêt. Et ce que j'aimerais, c'est le rendre plus abouti et faire en sorte qu'il puisse par exemple faire des suggestions d'albums qui viennent de sortir dans des genres spécifiques ou des trucs comme ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Du coup, si vous voulez vite fait aller voir ça, le lien est dans la description. Donc, pour revenir à cette histoire de top. Donc, si vous vous fiez au titre, c'est un top 10 des albums de 2019. Sauf que, en réalité, on va revenir rapidement sur un certain nombre d'albums. D'abord, un premier jet assez court sur les albums que j'attendais vraiment et qui m'ont carrément déçu. Les albums que j'attendais ou j'attendais pas, mais qui m'ont laissé un goût assez meh. Les albums cool, mais qui sont pas dans mon top. Et vraiment mon top 10. On parle d'un top subjectif. Et ça sera encore plus personnel au niveau du top 10. C'est-à-dire que moi, dans le top 10, là, je me suis pas dit je vais faire un top des meilleurs albums. J'ai fait un top des albums que moi, j'ai le plus écouté et le plus kiffé cette année. Mais l'idée, c'est de vous partager des albums que j'ai trouvé sympas, à qui ça peut possiblement plaire, et si vous les avez pas écoutés, vous invitez à le faire, parce que peut-être que... Vous avez un truc sympa à découvrir dans cette vidéo. Qui sait? Donc, on commence de suite avec les albums qui m'ont déçu. Le premier de ma liste, c'est l'album The Hole du groupe Zac Brown Band. Alors Zac Brown Band, j'ai fait une petite critique de leur album, je crois que c'était de Jekyll plus Hyde, qui date un peu sur la chaîne. C'est un groupe de country américaine, très connu aux États-Unis, mais qui est super bien. C'est un peu de la country rock, assez chaleureuse et tout, avec que des musiciens méga skillés dans le tas, quoi. Ils sont tous hyper balèzes. Ils avaient sorti un album qui s'appelait Uncaged, qui est un chef-d'œuvre. C'est un putain de bon album. Franchement, c'est un de mes albums favoris. Et depuis ça, ils sortent à peu près un album par an, et à chaque fois, la qualité est moins bonne que les années précédentes. Et là, on a atteint un truc The Hole. En fait, le problème avec ce genre de groupe, et ça rejoint un autre album qui est dans ma liste des albums qui m'ont déçu, on va revenir dessus de suite, c'est l'album de Ed Sheeran, Number 6 Collaboration Project. En fait, que ce soit pour Zac Brown Band ou Ed Sheeran, globalement, le problème de ces artistes, Dans leur période actuelle. leur style appelle à être des artistes acoustiques, chaleureux, un peu analogiques, quoi, sans vouloir faire l'espèce de gros con. Mais ce que je veux dire, c'est que leur sonorité, elle correspond pas à ce qu'ils devraient faire, je pense, par rapport à ce dans quoi ils sont bons, et ils veulent trop essayer de faire un son aseptisé qui ressemble à la musique pop la plus populaire. Sans que ce soit une mauvaise chose. Il y a plein de musique pop, notamment cette année, et on va voir ça un peu plus tard, qui... Génial. Mais pour ces artistes-là, bah, c'est dommage de vouloir faire un truc comme ça. Je veux dire, Ed Sheeran, moi je me rappelle, ça devait être au moment, par exemple, à peu près de Multiply. J'étais tombé sur un live où il utilisait que sa guitare acoustique et un looper, et j'étais mais espanté. Espanté dans la région où j'habite, ça veut dire impressionné. Hein. Mais je sais pas pourquoi il aseptise son son sur ses albums comme ça, c'est... Putain de tragédie. Il y a aussi eu l'album de Blink 182. Quand vous avez un Tom DeLonge qui préfère aller chasser les extraterrestres, c'est plus grand chose, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est les seuls albums qui m'ont vraiment déçu cette année. On va passer à la deuxième partie du listing, qui est plutôt les albums qui m'ont laissé un peu de froid et que j'attendais ou que j'attendais pas. Parti. Western Stars de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, c'est un artiste hyper régulier dans la qualité de ses albums. C'est toujours genre moyen plus ou trop bien. Là, c'est du moyen plus. Norman fucking Rockwell de Lana Del Rey. Je pense que je l'ai assez apprécié, mais le truc c'est que je comprends pas en fait les gens qui sont hyper à fond sur cet album. Je l'ai franchement pas trouvé extraordinaire. Il était quand même assez chiant et pas super original. L'album de Coldplay, Everyday Life. Alors, je suis quand même assez content parce que je pensais que ça allait être vraiment de la grosse merde, comme l'album précédent. Mais en fait, non. J'ai notamment beaucoup kiffé leur live en Jordanie, si je m'en rappelle bien. Mais l'album m'a pas marqué non plus que ça, j'ai dû l'écouter 2-3 fois. Et pas plus. Peut-être que je l'ai pas assez écouté, je sais pas. Ah, celui-là, alors je vais m'engueuler avec à peu près tout mon entourage, mais le dernier album des Black Keys, Let's Rock, je l'ai trouvé assez moyen. On est franchement super loin de ce qu'on avait sur Attack and Release ou des trucs comme ça. Bon, ça fait un petit moment que le truc il est plus vraiment, déjà c'était sur Turn Blue, je n'avais pas trouvé extraordinaire non plus. Celui-là est peut-être un petit peu plus justement rock et garage. Pas suffisamment pour que je le trouve fou. Là, je vais m'engueuler avec à peu près tout internet. Mais on en parle de Fear Inoculum. Eh ben putain. Non, franchement, l'album est plutôt sympa. C'est vraiment très stéréotypé Tool. C'était quand même le meilleur truc qu'ils pouvaient faire. Certainement déjà parce qu'ils sont plus assez à la page pour pouvoir proposer un truc nouveau, progressif dans le sens où ils amènent de nouveaux trucs, comme ils avaient pu le faire. Du coup, ils ont décidé de jouer vachement sur l'accord nostalgie en faisant des titres qui ressemblaient beaucoup aux albums précédents. Ce qui est cool en fait en soi. L'album d'ailleurs je l'ai quand même franchement pas mal défoncé quand il est sorti, mais du coup je l'ai quand même assez vite laissé tomber. C'est pas une déception en fait, c'est juste un
Ouais, il y a eu cet album. Vous pouvez l'écouter. Et un autre truc qui m'a pas mal déçu dans l'univers du monde rock progressif, bon plutôt metal prog, mais bon, ben voilà, c'est l'album de Le Proust, Pitfalls. Dit Le Proust ou Les Proust, putain, je sais plus. C'est un groupe de metal progressif qui vient de Norvège, si je dis pas de conneries. C'est ça, c'est bien un groupe norvégien. Non mais parce que moi les pays baltiques là, en vrai je mélange tout le temps, Suède machin. Et juste par défaut je dis norvégien. Donc en fait par chance des fois ils sont norvégiens et du coup ça passe. Et C'est comme ABBA, ils sont suédois. Ouais, ok, c'est ça, ils sont suédois, ok. Non, bref, du coup, ben moi, les Proust, en vrai, j'avais connu assez tard, parce que j'avais connu en 2017 quand ils avaient sorti l'album Malina, parce que c'était dans une époque où je m'intéressais vraiment beaucoup plus qu'avant au metal prog que au rock progressif, que j'avais pas trop fait avant. Et du coup, ben, les Proust, c'était un des groupes que j'écoutais le plus dans cette sphère-là. Et avec Pitfall, ils ont sorti un album toujours assez progressif, mais vraiment très très axé son de pop et tout. C'est quand même moins bien que leurs albums d'avant. Bon bref, du coup, un album pas mal. Si vous aimez le rock progressif, le metal progressif, vous pouvez quand même l'écouter, c'est sympa. Et surtout, écoutez leur discographie qui, elle, est ouf. Alors maintenant, on arrive au moment où on parle des albums que j'ai bien aimés, mais qui sont pas dans le top. Libre, free. Le nouvel album de Iggy Pop. Alors, je l'ai pas autant kiffé que Post Pop Depression, qui était un album qui était fait quand même avec Josh Homme, qui est un des grands amours de ma vie. J'ai trouvé quand même qu'il y avait en fait des restants de Post Pop Depression dans l'ambiance, qui lui demandait de mieux, parce que moi j'avais kiffé cet album. Ah mais en fait ma liste elle est trop longue si je vais à cette vitesse là, mais on est mort. Lizzo avec Cause I Love You, Juice, Tempo, Boys, et même Ariana Grande avec son album Thank You Next. C'est super sucré, c'est cool. Youngblood, artiste anglais de pop rock, il se la joue un petit peu destroy, elle a un peu grunge, punk, machin. Après, ça reste quand même très très pop comme style de musique, très mélodique et tout. Donc Youngblood, si vous connaissez pas, je vous conseille. Et vous pouvez directement aller écouter son album Underrated Youth. Et du coup, notamment le single qui s'appelle comme ça. Même si je pense que son album précédent était un peu mieux. Donc si jamais vous devez découvrir cet artiste, peut-être commencer par l'album précédent, qui est un album éponyme. Donc c'est pas dur à trouver. Brittany Howard, qui est la leaduse des Alabama Shakes. Alabama Shakes, c'est juste un des groupes de rock les plus intéressants de la décennie précédente, et qui a sorti un album solo, pas au niveau des Alabama Shakes, mais très très bien. Donc si vous êtes fan de rock, Black Keys et tout justement, comme on en parlait tout à l'heure, et bah par exemple cet album est franchement plus intéressant que Let's Rock. Alors, j'ai même pas dit le nom de l'album, donc c'est Brittany Howard avec son album J'aime. Et vous pouvez notamment écouter le single History Repeats. On va faire de l'ASMR. Steel Panther, Heavy Metal Rules. Autant des fois j'ai mon côté SJW qui se réveille, autant des fois j'ai mon côté beauf de France. Et du coup, je kiffe Steel Panther, moi, ils me font trop marrer ces mecs. Et voilà, cet album il a des titres marrants dedans. Cage the Elephant, Social Cues, Nick Cave, Ghostin, magnifique album. Vraiment, peut-être un peu trop lourd. C'est vraiment un album très lent, très ambiant. Il dure quand même 1 heure et quelques, je crois. En fait, c'est con, hein, mais il faut avoir quand même le temps de vraiment se pencher sur le truc, quoi. Enfin, le problème, c'est que ces albums-là, c'est des albums où il faut que tu sois un peu isolé et vraiment super tranquille pour pouvoir l'écouter. Moi, j'adore faire ça. Du coup, 68 minutes d'album comme ça, des fois, c'est chaud, quoi. Je triche un peu. L'album live at Madison Square Garden de Vulfpeck. Donc si vous connaissez pas Vulfpeck, c'est un peu comme Polyphia ou des trucs comme ça. C'est des groupes de musiciens beaucoup trop badass. Et donc dans le style, c'est de la funk, rock, c'est que des instrumentaux quasiment. Bon, il y a quelques titres avec du chant par-dessus. C'est le live que j'ai le plus maté sur YouTube cette année. Parce que j'étais pas au Madison Square Garden malheureusement. Help Us Stranger, The Raconteur, le groupe de Jack White. On part en Espagne 2 secondes pour parler de Rosalía et son album El Mal Querer. C'est un espèce d'album concept, pop, mais aussi un peu flamenco, musique espagnole traditionnelle et tout. Et c'est très très bien. All Mirrors de Angel Olsen, je trouve aussi qui est pas mal influencé par Lana Del Rey, mais en vachement mieux. Sum 41 avec Order in Decline. Excellent album de rock, metal. Alors, il y a aussi eu l'album de Solange, When I Get Home. Donc Solange, pas Solange te parle, hein. Non, Solange Knowles, la sœur de Beyoncé, qui a sorti un album aussi très ambiant. Son album est entièrement vidéographié, c'est-à-dire que vous pouvez vous mater l'album dans un clip qui dure autant de temps que l'album. L'album de Jacob Collier. Opeth in Coda Venenum. Opeth, c'est pas un groupe de métal norvégien. Putain, les bâtards, ils sont suédois. Bref, donc Opeth qui nous vient du même pays que ABBA et que Ghost. Ah oui, c'est ça. Ghost, ils sont pas norvégiens, ils sont suédois. On est d'accord, ça vient du même pays. Non, mais j'ai du mal, hein, franchement. Opeth in Coda Venenum, c'est un album de rock progressif. 7 EP de Lil Nas X. C'est un rappeur américain qui était totalement inconnu et devenu complètement méga mainstream avec l'album avec le single Old Town Road avec le daron de la Miley Cyrus là. Et bon, ce titre il passe beaucoup.
je conçois que ça puisse saouler les gens, mais je le trouve trop bien. En ce qui me concerne, cette année, eh ben, j'ai beaucoup aimé les 2 sorties de Weezer. Donc le Teal et le Black Album. Pour être tout à fait franc, le Black Album je l'ai trouvé vraiment sympa parce que j'ai beaucoup aimé les reprises en réalité, Toto et tout, je les ai énormément écoutés. Mon entourage en a beaucoup souffert, à peu près comme tous les autres humains, ils ont pas kiffé. Je sais pas ce que ça fait les gens avec Weezer, je trouve ça cool, moi merde. Et Teal Album, j'ai trouvé qu'il y avait des singles sympas. Donc c'est un album que j'ai pas mal écouté. À 11e place, parce que juste après c'est mon top 10, revient à l'album Empath de Devin Townsend. Album de rock/metal progressif de Devin Townsend. J'ai fait une critique de son album précédent en disant que je trouvais ça génial, mais que j'avais quelques réserves personnelles par rapport à sa musique que je trouvais trop solide, mais pas dans le mix, mais vraiment juste il y avait trop de choses et du coup c'était vraiment trop un mur de son qui arrivait, ce qui est un peu une caractéristique de Devin Townsend. Mais cet album je l'ai trouvé, il aimait mieux le truc, donc je l'ai beaucoup aimé. Il est l'heure de rentrer dans mon top 10, donc là on va peut-être détailler un peu plus. On ouvre ce top 10 avec un groupe Autrichien, si je dis pas de conneries. Donc le groupe Ruskara, donc c'est un groupe de ska punk russe dans l'espèce d'ambiance bloc de l'Est en fait, avec du chant en russe, en anglais aussi, mais beaucoup aussi en espagnol. Donc ça fait vraiment un petit peu cette ambiance communiste, cubain, russe et tout. Il y a une véritable identité dans Ruskara. Quand on entend leur titre, on sait directement que c'est ce groupe très spécifiquement. Et c'est pas seulement parce que le chanteur ressemble à un mix entre Benjamin de la chaîne Nota Bene et Ragnar Lodbrok, mais c'est parce que ils ont cette espèce d'ambiance ska rock qui des fois flirte même avec bon c'est du rock, ça flirte pas non plus avec le métal, mais c'est un petit peu, hein, des fois c'est quand même plutôt chargé, très énergique, c'est super positif comme musique. L'album s'appelle No One Is Illegal de Ruskara. Je sais même pas si je l'avais dit avant. Donc sur cet album, il y a des titres comme Love Revolution, qui est un des singles principaux, No One Is Illegal. Alors Cosmopolite, très dansant comme titre, pourrait presque être joué dans une discothèque, comme disent les jeunes. Break Down the Wall aussi. Quand t'as écouté cet album, t'as la putain de patate. Mon titre préféré reste cependant peut-être le seul qui justement est pas dans cette ambiance-là, qui est Otets, ce qui veut dire, si je dis pas de conneries, parents en russe, qui est plutôt une balade. On sent une proximité, beaucoup d'émotions, et en même temps une espèce de chaleur humaine et tout. Ce titre me fait d'ailleurs beaucoup penser justement à Zac Brown Band, le groupe de country dont je vous ai parlé au début de la vidéo, dans son genre un petit peu. 9ème, Baroness, avec Gold and Grey. Ça c'est un album qui est vraiment fou, il est riche et subtil. Bon, en même temps il patate à fond. Un des gros défauts de cet album qui est revenu beaucoup sur internet, c'est la production. Niveau du mixage, c'est un peu le bordel. Avec du bon matos, ça passe. Le problème, c'est que bon, t'es obligé d'avoir du bon matériel. Bon, là, je vais complètement partir en hors sujet, mais c'est comme l'histoire qu'il y a eu avec Game of Thrones. Et l'épisode de la bataille de Winterfell qui était tourné quasiment que dans le noir. Et on voyait que dalle, parce qu'on se le mettait en streaming sur des écrans de merde. Et du coup, l'image, elle était archi compressée, les noirs étaient totalement bouchés, on voyait que dalle. Toute la prod qui était derrière, ils captaient pas parce que pour eux, c'était pas normal. Parce que eux, ils avaient filmé un truc où les noirs étaient présents. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut avoir le fichier en bonne qualité et l'en garder sur un bon support pour vraiment voir ce qu'ils ont voulu faire. Et si jamais t'as du matos de merde, c'est inutilisable. Et c'est un peu le même truc avec cet album-là. Baroness, ça fait plusieurs albums que leur prod est un peu comme ça. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, franchement, les compos sont ouf. Genre Tourniquet, c'est super progressif, c'est trop bien. C'est un groupe qui à la base vient plus du délire sludge un petit peu, mais qui s'est vraiment très fortement plus mis dans la move rock progressif et tout. Parce que moi personnellement je préfère leurs derniers albums quand même. C'est un petit peu d'un artiste un peu à la Mastodon et trucs comme ça, donc si vous kiffez Mastodon. Mais Baroness c'est aussi très connu, donc je ne doute pas du fait que vous connaissez déjà. Et sinon, je vous invite à les découvrir, parce que c'est trop bien. Voilà. En 7ème position, j'ai mis un album, pour le coup, clairement c'est un choix personnel. Le dernier album de Liam Gallagher, Why Me? Why Not? Pourquoi cet album? J'ai un peu redécouvert Liam Gallagher, mais j'avais trollé Liam Gallagher et Noel Gallagher dans ma vidéo du top 5 des rockstars insupportables, qui commence à bien dater, que je vous conseille pas forcément, parce qu'elle est un peu malaisante. Mais ça n'empêche pas le fait que moi j'ai toujours été un putain de gros fan d'Oasis en fait. J'avais eu tendance à penser, quand il y avait eu le break-up du groupe, que c'était plutôt Noel le génie du groupe. Ce qui n'était pas complètement une connerie, puisque c'était lui le compositeur et tout. Mais Liam Gallagher, avec son album précédent, As You Were, que j'avais mis dans le dernier top, je crois en 2 ou 3ème, j'avais complètement redécouvert Liam Gallagher. J'avais trouvé cet album juste, mais trop bien. Cet album, en fait, en réalité, je pense que c'est un peu genre des B-sides de As You Were. Donc forcément, c'est pas aussi bien. On sent qu'il y a une qualité un peu inférieure. Vraiment, j'aime trop ce style de rock. J'aime beaucoup la voix de Liam Gallagher. Que si vous êtes fan de Oasis, que vous êtes un petit peu fâché avec Liam et Noel et que par la suite vous n'avez pas écouté ce qu'ils ont fait, je vous conseille fortement d'écouter, parce que moi par exemple BDI j'avais pas trop aimé, et là je vous conseille fortement d'écouter les albums solo de Liam Gallagher. Gary Clark Jr. a sorti un album cette année. Donc Gary Clark Jr.,
c'est Bright Lights et tout. Donc il a sorti un album qui s'appelle This Land. L'album est quand même pas mal porté par son single principal, This Land. C'est un super titre politisé qui mélange vraiment beaucoup le rock, la musique électronique, le hip-hop. En fait, concrètement, Garrett Clark Jr. rappe pendant qu'il joue de la guitare électrique sur une instru un peu plus électro et tout. À la Justice un peu, enfin c'est trop bien. Et bon, le reste de l'album va un petit peu en dents de scie, mais globalement, il est franchement cool. Donc je vous le conseille. Garrett Clark Jr., c'est une valeur sûre, vous pouvez vous taper ses derniers albums. Bien que ce ne soit pas non plus au niveau du génie qui était Black and Blue, son meilleur album, un des meilleurs albums rock depuis qu'on est rentré dans ce millénaire. Le seul groupe français présent dans ma liste, d'ailleurs cette année, c'est un peu ma résolution, je veux écouter plus de trucs français, c'est Deluxe. Avec leur album Boys and Girls. Bon, Deluxe, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de pop-funk, c'est un truc très riche, énergique. J'avais peut-être à la limite préféré leurs albums précédents à celui-là encore une fois. Est-ce que vous connaissez Iowa de Slipknot? We Are Not Your Kind de Slipknot. C'est un album attendu. Bon, alors Slipknot, c'est un groupe, au final, j'ai pas trop suivi en direct parce que leur album que j'ai le plus écouté, Iowa, il date de 2001. J'avais 7 ans. J'ai découvert juste plus tard. Et c'est vrai que j'étais pas fan de leurs derniers albums. De l'avant-dernier, je crois qu'il date de 2014. Par contre, je suivais quand même beaucoup Corey Taylor. J'aimais beaucoup son side project Stone Sour. Et du coup, j'ai trouvé l'album super bien, quoi. Que ce soit, évidemment, le single qui est juste ouf, Unsainted, Nero Forte, Spiders, avec son espèce d'intro là où tu vois vraiment trop les... Tu visualises vraiment trop bien les araignées et tout. Franchement, écoutez cet album, c'est pas mal. Par rapport à ce qu'ils avaient fait dernièrement, bon dernièrement étant 2014, mais enfin on se comprend, ça reste un truc, c'est un bon retour. Et en parlant de bons gros retours des familles, ce qui se trouve en suivant sur ma liste, c'est l'album éponyme d'ailleurs, de Rammstein. Oui. Non franchement, quand Deutschland est sorti, mais j'étais sur le cul. Auslander, méga dansant comme titre. Vraiment réussi à incorporer, je trouve, des nouveaux trucs, tout en étant très stéréotypé années 80-90 aussi dans certains sons de synthé et tout. Et en fait, je trouve que ça fonctionne trop bien. Moi, je suis super fan. Je comprends que dalle à l'allemand, mais j'aime beaucoup. Par contre, j'ai pas écouté justement l'album de Linderman tout seul. Donc si jamais vous l'avez écouté, que vous avez un truc à dire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça peut être cool à savoir. Alors, un truc un peu moins connu, même bien qu'un peu connu, qui se trouve en top 3 des albums que j'ai le plus écouté, c'est Infest the Rat's Nest. Infest the Rat's Nest, c'est hyper dur à dire, de King Lizard. Putain, mais c'est vraiment des bâtards. L'album Infest the Rat's Nest de King Gizzard and the Lizard Wizard. Voilà, donc le groupe c'est King Gizzard Lizard Wizard. On va dire que c'est un groupe assez connu dans la scène rock alternatif, mais en fait la spécificité de King Gizzard, c'est qu'aucun de leurs albums se ressemble, mais du tout. C'est-à-dire que cette année ils ont aussi sorti un autre album, Fishing Your Fishes, qui est beaucoup plus un album justement rock alternatif, rock indé même, alors que justement Infest the Rat's Nest, c'est un album de metal, thrash metal et tout, dans l'ambiance post-apo et tout. Ça fait beaucoup penser genre à du Megadeth ou des trucs comme ça. C'est un album en fait concept avec une histoire, c'est la fin du monde, la planète est en train d'exploser et tous les riches se cassent comme des gros bâtards. C'est des très bons musiciens, c'est King Lizard and Lizard Wizard, c'est un très bon album de métal. Du coup, moi c'est l'album préféré que j'ai écouté en thrash metal cette année. Après j'en ai pas écouté des masses. Si vous êtes guitariste, si vous aimez le rock alternatif mais étendu, c'est un groupe que vous risquez de totalement poncer. Concrètement, voilà. Deuxième album que j'ai le plus écouté cette année. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si vous prenez Rage Against the Machine et Linkin Park et que vous les faites fusionner, putain de merde? Et bien vous obtenez Fever 333. Donc Fever 333, comme ça fait un peu comme Blink et tout, c'est parfait. Que j'ai mis en top 2 sur ma liste, avec un espèce de côté musique très politisée, grosse guitare, un chant bien hurlé, mais aussi un chant rappé. Ça fait très hardcore punk un petit peu, mais vraiment avec ce côté Linkin Park, parce que c'est par contre super structuré. Vous avez vraiment le couplet-refrain. La structure est hyper classique. Et là où c'est un peu différent de Rage Against the Machine, c'est que on n'a pas le côté novateur et tout de Tom Morello. Donc au niveau des guitares, faut vous attendre à des riffs sympas et tout. Il y a un putain de trou, mais je crois qu'il n'y a même pas un seul solo dans cet album. C'est pour ça que ça fait vraiment très Linkin Park. Mais du coup, c'est très très puissant comme musique, toute la setlist les uns derrière les autres. C'est super bien positionné. L'album est construit parfaitement. Il nous met dans une ambiance de fou. On a l'impression que t'as une putain de manif et de hurler contre tout ce qui va mal dans l'état, quoi. Je comprends même pas comment ça se fait que les Gilets jaunes ils ont pas écouté ça. Donc Fever 333, si vous aimez Rage Against the Machine ou que vous aimez Linkin Park ou que vous aimez les deux, je vous le conseille très vivement. L'album que j'ai le plus écouté, c'est un album de pop, à vrai dire. C'est l'album de Billie Eilish, When We Fall Asleep, Where Do We Go. Je sais que ça c'est un album hyper polarisant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup aimé aussi. Et je sais qu'il y en a qui comprennent juste pas pourquoi les gens aiment cet album en fait.
Donc, pour revenir un petit peu sur Billie Eilish, c'est une fille qui a été élevée par 2 parents. Je sais pas si c'était tous les 2 musiciens, mais c'était dans le monde de l'art. Elle est même pas allée à l'école, c'est-à-dire qu'elle faisait l'école à la maison avec son frère qui est un peu plus âgé qu'elle. Du coup, ils ont focalisé sur la musique. Et donc, ils avaient le réseau, le temps de se perfectionner. Donc ça, c'est un truc qui est beaucoup critiqué par rapport à Billie Eilish, qu'elle a été posée là, limite, c'était déjà tout programmé. Maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas parce que t'as du réseau et tout que t'y arrives. Concrètement, cet album, je le trouve extraordinaire. Au niveau de la production, il est hyper novateur. Je trouvais qu'il était extrêmement spacieux, il avait énormément de profondeur, les sons de basse étaient juste fous, et c'était une nouvelle sonorité que j'avais jamais trop entendue, ce côté très chuchoté et tout, presque proche de l'ASMR, dans la façon d'interpréter la musique. Quand l'album est sorti, j'ai écouté que cet album pendant au moins 1 mois et demi, j'ai fait que ça. Cet album est notamment hyper impressionnant en termes de prod, etc., quand tu sais qu'il a été enregistré dans la chambre de Finneas, qui est donc le frère de Billie Eilish, et que ce sont les 2 seules personnes à avoir travaillé sur cet album. Parce que le truc avec les albums pop, bien souvent, c'est que vous avez 50 producteurs, 18 000 interprètes par titre, etc. C'est un très gros bordel. Là, il y avait 2 personnes dans une chambre qui ont enregistré un album. Et cet album est fou. Cet album va gagner les Grammy Awards. C'est vrai qu'il y a un côté hypocrite dans le sens où les paroles des chansons sont super dark. Vraiment, c'est méga sombre. Les paroles de ces chansons sont dans les profondeurs de l'âme de quelqu'un. Sauf que justement, ce qui est un peu marrant, c'est que c'est totalement de l'écriture fictive en fait. C'est ce qu'on découvre un petit peu quand on s'intéresse en réalité à Billie Eilish, c'est que c'est vraiment juste plutôt une pop star heureuse, etc. Ce qui veut pas forcément dire qu'elle a pas des dark sides. J'ai vu quelques interviews, ils ont totalement, Finneas et elle, avoué qu'au niveau des textes, c'était de la fiction, etc. Elle écrit ses chansons elle-même, elle fait la putain de prod, elle a une voix quand même assez ouf quand vous la voyez en live. Elle a une voix vraiment excellente. En fait, c'est typiquement le style de musique bien épuré, mais pour faire passer le bon message. Il y a des bons effets de voix, des trucs que j'avais jamais entendus. C'est super caractéristique. Vous voulez faire du Billie Eilish, c'est très très simple de stéréotyper sa musique parce que elle est vraiment très caractéristique dans sa façon de faire de la musique. Après, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de crédit qui est remis à son frère Finneas. C'est quand même très globalement génie du truc, parce que la prod, il joue beaucoup dans cet album quand même. La production est vraiment super bien. Quand je l'ai reçu, ce truc, je tombais par hasard en réalité dessus, moi en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop cette vision des gens qui disent qu'ils en ont marre d'être tabassés de pubs sur Billie Eilish et tout systématiquement, et qui du coup ont complètement fait un blocage sur sa musique. Mon album préféré de l'année 2019, que je vous conseille, qui que vous soyez, si vous l'avez pas encore écouté. Et si vous avez essayé de l'écouter mais que vous n'avez pas compris pourquoi les gens ont kiffé, essayez juste de vous demander si c'est pas parce que vous aviez des a priori par rapport justement à la pub qu'il y avait autour, etc. Ça peut complètement niquer l'expérience avec un album. Essayez peut-être de le réécouter en essayant de faire abstraction de tout ça. C'est un son qui va fortement influencer la musique de la décennie dans laquelle on vient de rentrer. En espérant que Billie Eilish fasse pas, elle, personnellement, des trucs beaucoup moins qualitatifs. Les titres qu'elle avait fait avant cet album, je les trouvais complètement nazes. Là, elle a sorti un EP, Everything I Wanted, et c'est pareil, la musique est vraiment très très moyenne. Donc je me demande si c'était pas une sorte de one-shot, cet album. La batterie va pas tarder à s'éteindre de la caméra, donc je vous dis ça très rapidement. Partagez en commentaire votre top 10 des albums de cette année. Comme ça, on aura un bon petit référentiel de trucs cool qui sont passés cette année. Justement, si vous cherchez d'autres albums et que ça vous suffit pas, vous pouvez aller chercher en commentaire. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur le chatbot. Le lien est dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, puisque maintenant, on refait des vidéos. A plus.